Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. On vous accompagne pendant 1 heure chaque jour afin de décrypter les enjeux de la gestion donc de votre patrimoine, mais aussi de vos placements. Au sommaire de cette édition, l'ISR rogne-t-il sur la performance? C'est la question que nous allons nous poser dans Patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les jeudis à l'investissement durable. Nous recevrons pour répondre à cette question Christophe Autin, gérant de portefeuille action chez Alliance Global Investors. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur cette assurance emprunteur nécessaire dans la plupart des cas pour obtenir un prêt immobilier. Plusieurs lois permettent de changer d'assurance en cours de crédit, mais encore faut-il que toutes les parties jouent le jeu. Nous en parlerons avec Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi, et Hugo Nourri, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti. Bienvenue dans Patrimoine thématique consacré, je le disais en introduction, tous les jeudis à l'investissement durable, ISR ou à impact. Des terminologies différentes pour des définitions parfois pas si similaires que ça. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Christophe Autin, gérant de portefeuille action chez Alliance Global Investors. Bonjour Christophe Autin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Le thème de notre discussion, c'est l'ISR rogne-t-il sur la performance? On peut peut-être commencer par là directement. Quand on parle ISR, la performance, c'est la première chose qu'on regarde? Alors ça en fait partie. C'est en tout cas clairement un des critères que l'on va regarder dans la gestion de nos fonds. Et ça viendra bien sûr nourrir la construction des portefeuilles, la sélection des valeurs, la manière dont on construit un portefeuille responsable, prendra bien sûr en compte la dimension de la performance et du risque. D'accord, donc ça en fait pleinement partie. On l'anticipe dès le début, même si on a une stratégie d'investissement particulière quand on parle d'ISR. Tout à fait. Il s'agit, donc quand on parle d'ISR, il s'agit d'intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos décisions d'investissement. D'accord. Et en effet, la question de la performance fera véritablement partie de notre processus d'investissement et de la manière dont on envisage d'investir dans des actifs financiers. Alors, si on parle de stratégie d'investissement ISR, avant de revenir spécifiquement sur la performance, on parle de ESG, environnement, social, gouvernance. On parle parfois aussi de sociétal. On fait la différence entre les deux. On va chercher quel type d'entreprise quand on fait ce genre d'investissement. Et si en plus on veut faire de la performance derrière. Oui, tout à fait. Donc on a en effet l'ISR, ça regroupe un grand nombre de concepts et des concepts qui peuvent être assez différents. Donc vous avez différentes méthodes qui permettent d'intégrer les critères ESG dans un processus d'investissement. En France, vous allez retrouver essentiellement ce qu'on appelle le best in class, c'est-à-dire une méthode de sélection de valeurs au sein de chaque secteur des meilleurs élèves. Donc des sociétés qui seront les plus vertueuses, qui auront les meilleurs profils du point de vue de l'environnement, du social ou de la gouvernance des entreprises. Par secteur d'activité. Par secteur d'activité. Donc si on donne un exemple, je ne sais pas moi, dans le secteur automobile, alors qui n'est pas forcément le meilleur exemple pour l'environnement, mais on va prendre le meilleur, celui qui fait le plus d'efforts pour réduire les émissions de carbone par exemple. En tout cas, le gérant va pouvoir choisir au sein de ce secteur, donc le secteur de l'automobile par exemple, parmi les 5 ou les 10 meilleurs constructeurs automobiles du secteur sur la base de ces critères ESG. Et alors le gérant, où est-ce qu'il a cette information? C'est l'entreprise qui du coup publie des rapports? C'est cette fameuse performance extra-financière qu'on voit au sein des entreprises? Alors c'est beaucoup d'informations en effet qui sont mises à disposition par les entreprises, mais aussi des informations qui proviennent de fournisseurs spécialisés, donc des fournisseurs ESG qui existent depuis de nombreuses années et qui nous permettent justement à nous, dans le monde de la finance, dans le secteur financier, d'avoir une évaluation des profils ESG des entreprises. Alors, pour bien comprendre, donc, votre métier à vous, c'est d'investir via des fonds dans des entreprises et ensuite de proposer à des épargnants d'investir dans ces fonds. Donc, ils investissent indirectement dans les entreprises et le fonds leur propose un rendement, du coup, pour cet investissement. C'est là où on va se poser la question de la performance pour l'épargnant. Et vous, du coup, vous devez vous poser la question de la performance de l'entreprise pour offrir une performance à l'épargnant. Tout à fait. Comment est-ce qu'on gère ce fonds et surtout, est-ce que les normes
qui vont pousser les entreprises à être plus performantes sur des sujets extra-financiers. Donc extra-financiers, c'est plus respectueux de l'environnement, plus d'inclusion par exemple ou autre. Ces normes-là, est-ce qu'elles jouent sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise ? Est-ce que du coup, ça s'en ressent dans le fonds que vous composez ? Alors tout à fait, vous avez raison. La performance financière des fonds que l'on gère va être directement liée à la performance des investissements que l'on fait dans les entreprises, donc à la performance économique des entreprises que l'on va sélectionner dans nos portefeuilles. Ce que l'on voit, c'est que oui, les sociétés qui mettent en œuvre une politique de RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, ont tendance, en moyenne, à présenter une meilleure performance économique. Ah d'accord, c'est à l'inverse, d'accord. On va retrouver une société qui va être en mesure de... qui va avoir une politique, par exemple, salariale bien construite, qui va faire attention à ses fournisseurs, qui va avoir une stratégie climat également avancée et bien configurée. Ce sont des sociétés qui, a priori, vont être considérées comme plus efficaces, mieux gérées, plus résilientes, qui vont normalement mieux prendre en compte les risques liés à leur environnement. Et on peut s'attendre de la part de ces sociétés à une meilleure performance économique. C'est ce que l'on voit en tout cas en moyenne. Bien sûr, c'est une moyenne. Mais ce que l'on voit, c'est que cette RSE a plutôt un impact positif sur la performance des entreprises. Parce que pourtant, on pourrait se dire que, alors certes, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, mais qu'on voit sur le devant de la scène depuis 4-5 ans, on pourrait se dire que ça nécessite beaucoup d'investissements qui, du coup, vont avoir un impact sur la performance économique et donc sur la performance du fonds de l'autre côté. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, il y a des investissements qui sont importants, qui sont nécessaires, qui représentent des coûts pour les entreprises, mais vous avez également des bénéfices qui sont liés à cette RSE. Un meilleur dialogue social, une meilleure gestion des chaînes d'approvisionnement, ce sont aussi des économies de coûts potentielles pour les entreprises. Et ça s'observe directement dans les résultats financiers, dans les performances. Alors, vous avez parlé de résilience. Ce terme résilience, on l'a beaucoup entendu, mais associé à l'ISR, on l'a beaucoup entendu au plus fort de la crise sanitaire, où on nous disait justement que les fonds ISR et les entreprises qui étaient très performantes sur des critères extra-financiers, donc ces fameux ESG, étaient plus résilientes en période de crise parce qu'elles avaient un peu plus anticipé les risques de leur environnement. Et puis, l'économie réouvre progressivement selon les secteurs d'activité, mais on s'attend, selon le ministère de l'économie et des finances, à un retour d'avant-pandémie au premier trimestre 2022, donc c'est pas demain mais presque, c'est après-demain. Et là on en entend beaucoup moins parler. Qu'est-ce qui se passe du coup si c'est si résilient en période de crise et si en plus il y a des bonnes performances ? Alors c'est vrai, on a vu une vraie résilience des entreprises avec justement de bonnes politiques RSE et des fonds ISR dans leur majorité. C'est vrai que c'est des fonds qui ont bien performé, ou en tout cas qui ont bien tenu pendant cette période de crise sanitaire. Alors on peut l'expliquer par différents facteurs, des thématiques porteuses. Comme la thématique du développement durable, qui existaient avant la pandémie, qui continuent à exister aujourd'hui, qui ont été mises au cœur des plans de relance, qui sont des thématiques de croissance et qui viennent apporter justement une croissance au niveau des entreprises et donc une certaine résilience financière au niveau des portefeuilles. Ce sont aussi des entreprises qui, on l'a évoqué, quand elles mettent en place des politiques RSE, sont souvent des entreprises de qualité, donc qui sont capables de mieux anticiper les risques. Et est-ce que justement, ce n'est pas des entreprises de qualité qui, derrière, sont les plus avancées en matière d'ISR ? Très souvent, très souvent. Donc c'est pour ça qu'on trouve le lien finalement, cette résilience potentiellement ou cette performance au niveau des entreprises ? Oui, tout à fait. Ce que je dirais tout de même, c'est qu'avec un fonds ISR, justement lorsqu'on fait du best in class, donc la méthodologie dont je parlais un petit peu plus tôt, on a la possibilité d'investir normalement dans tous les secteurs. Donc ce qui veut dire que dans une période de baisse, vous avez une certaine résilience, c'est vrai. Dans une période de reprise, de rebond des marchés comme on la connaît depuis quelques temps, vous avez également normalement, avec une méthodologie ISR qui est bien calibrée, qui est bien pensée, la possibilité également de participer à la hausse. Donc cette résilience que l'on voit à la baisse ne doit pas venir au détriment d'une participation à la hausse des marchés lorsque le rebond est là. Et alors très concrètement, si on parle des fonds maintenant, ça veut dire que si demain je veux investir dans un fonds ISR, je dois m'attendre, quelle que soit la personne qui me proposera le fonds, à des performances équivalentes à un autre type de fonds, à une autre thématique ? Alors, bon, là-dessus, je dirais, on commence à avoir un petit peu de recul, puisqu'on fait l'ISR depuis plus de 30 ans même, je dirais, dans différents pays, et sur différentes classes d'actifs.
Ce que l'on voit, enfin, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées sur cette question de la performance, puisque ça a toujours, je dirais, cette question de la performance s'est toujours posée depuis le début de l'ISR. C'est une des premières questions qu'on doit vous poser quand on veut placer son épargne quelque part, j'imagine. Exactement. Donc, je dirais, les études, en tout cas, elles ont été menées. Il y en a eu de très nombreuses, et dans leur majorité, elles démontrent qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la performance d'un investissement. Voilà. Donc ensuite, ce sont bien sûr des études, ce sont des moyennes, et ça s'est observé, je dirais, quelle que soit la classe d'actifs. Donc, a priori, l'ISR ne doit pas venir renier la performance financière d'un investissement, au contraire. Et merci beaucoup Christophe Autain d'être venu nous détailler un petit peu cet investissement ISR sur une dizaine de minutes lorsqu'on est gérant de portefeuille actions et en l'occurrence chez Allianz Global Investor. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Patrimoine Thématique et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine où nous allons aborder ce sujet qui concerne tous les investisseurs immobiliers qui doivent passer par un prêt bancaire, à savoir l'assurance emprunteur. Plusieurs lois permettent en théorie de faciliter la vie de l'investisseur ou propriétaire et favorisent une mise en concurrence des assurances emprunteurs avant mais aussi après la signature du prêt. Mais qu'en est-il dans les faits? Nous en parlons avec Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi. Bonjour Delphine Bardou. Bonjour Nicolas. Alors Réassurez-moi qui a deux activités, courtier en assurance mais aussi comparateur média, ça dépend de quelle assurance on parle. On va parler aujourd'hui de l'assurance emprunteur et on en parle également avec Hugo Nourry, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Bonjour Hugo Nourry. Bonjour Nicolas. Alors Luco, start-up française qui propose des services d'assurance digitaux, donc complètement dématérialisés autour de l'habitation et vous venez de lancer récemment une offre d'assurance emprunteur. Ça fait combien de temps qu'elle est chez Luco cette offre d'assurance emprunteur? Exactement, donc on vient de lancer l'assurance emprunteur chez Luco, le lancement public a eu lieu au mois de juin. Au mois de juin, donc c'est tout récent et vous allez pouvoir nous dire un petit peu comment ça se passe quand on veut aller sur ce créneau-là avec des acteurs face en tout cas à des acteurs un peu plus traditionnels. Cette fameuse assurance emprunteur qui va venir, si je puis le dire ainsi, rassurer le banquier lorsqu'il vous octroie un prêt. Elle a été au cœur de nombreuses discussions politiques, Delphine Bardou, puisqu'il y a plusieurs lois qui encadrent cette assurance. Il y a la loi Lagarde, la loi Hamon, la loi Sapin 2. Avant de parler de ces lois, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que autant de politiques ont trouvé nécessaire de venir légiférer sur le sujet? C'est qu'il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de discussions, beaucoup de mécontentements ou on ne s'intéresse pas à ce sujet comme ça aussi naturellement? Oui, en effet. En fait, depuis 10 ans, on voit qu'il y a une vraie libération du marché parce qu'avant 2010, avant la loi Lagarde, il y avait vraiment un monopole des banques sur ce produit-là. D'accord. Ainsi, le client, forcément, il était soumis au bon vouloir de ce qu'on pouvait proposer. Donc ce qui était la proposé banque par les proposait banques. automatiquement une assurance emprunteur et ça s'arrêtait là, on ne pouvait pas en changer derrière et on n'avait même pas le choix d'aller s'assurer en fait ailleurs. Exactement, c'était assez sclérosé. Et là, depuis 10 ans, on va vers l'avantage du consommateur avec 3 lois. Donc effectivement, la loi Lagarde, la loi Hamon ou l'amendement Bourquin en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et aujourd'hui, vous pouvez à tout moment, avant la signature de votre prêt ou après, changer d'assurance emprunteur. C'est obligatoire l'assurance emprunteur? L'assurance est obligatoire, oui, effectivement. Lorsque vous souscrivez à une offre de crédit, la banque va devoir s'assurer qu'en cas de défaut de paiement, il y a un accident de la vie tel que les décès, l'invalidité ou perte d'emploi, eh bien, vous pourrez honorer vos mensualités. Si jamais vous ne pouvez plus en cas d'accident, eh bien, c'est l'assurance qui prend le relais sur le paiement de vos mensualités. C'est ça, donc Hugo Nourry, en fait, l'assurance emprunteur, son premier rôle, en fait, c'est de rassurer le banquier quand il vous octroie un crédit, au cas où vous ne pourriez pas rembourser. En fait, vous êtes obligé de prendre une assurance pour que la banque soit sûre d'être remboursée, en fait. Alors exactement, je dirais que l'assurance emprunteur, elle a 2 rôles. Elle a effectivement un rôle de rassurer le banquier qui, en cas de défaut de paiement, va quand même être remboursé de l'argent qu'il a prêté. C'est aussi et avant tout une assurance pour l'emprunteur. Pour l'assurer, oui, bien sûr. Parce que lui, en cas de décès, si vous empruntez par exemple à 2, la part du capital pour laquelle vous êtes assuré va être remboursée par votre assurance. Donc en cas de gros accident de vie, c'est quand même une assurance qui est là pour protéger l'emprunteur. Alors c'est une assurance effectivement qui est là aussi pour protéger l'emprunteur. C'est vrai que moi je parle du point de vue du banquier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un assuré quand même dans cette histoire. 3 lois aujourd'hui qui permettent de faciliter la vie de cet assuré. On va faire un peu de définition avant de revenir quand même dans les faits. On peut peut-être commencer avec vous, Delphine Bardou. Si on devait en donner une des 3, on commencerait par la loi Lagarde. C'est celle qui a ouvert un petit peu cette possibilité d'aller ailleurs. En effet, 2010, loi Lagarde.
Donc la loi Lagarde, elle intervient à un moment où vous êtes en cours de négociation de votre prêt. Vous n'avez pas encore signé. À ce moment-là, la banque vous fait une offre sur votre crédit. Elle vous fait également une offre sur votre assurance emprunteur. Et vous avez le choix, une fois que vous avez ces 2 offres écrites, d'aller challenger votre assurance emprunteur auprès d'autres organismes que sont les assureurs externes. Toutes les banques proposent automatiquement une assurance emprunteur? Oui. Ouais, à ce moment-là, oui, effectivement, toutes les banques. En fait, c'est un produit qui est rentable pour les banques. Elles ont tout intérêt à vous le proposer, à vous le vendre. Oui, tout à fait. Deuxième loi, je propose qu'on fasse les 3, puis après on verra les faits, parce qu'il faut quand même que le consommateur sache dans ce à quoi il a le droit. Deuxième loi Hamon, ça c'est 2015, Hugo Nory. Exactement, la loi Hamon, elle permet aux emprunteurs de changer d'assurance une fois que le crédit a été souscrit. Ce qui fait foi, c'est la date de signature de l'offre de prêt. Et pendant l'année qui suit la signature de cette offre de prêt, vous pouvez changer d'assurance n'importe quand, sans frais, en respectant seulement 2 semaines de préavis. Donc la première année. La première année. À la fin de la première année, on ne peut plus. À la fin de la première année, vous pouvez encore, mais c'est là. C'est la 3e loi. C'est la 3e loi, effectivement. C'est ce qu'on appelle l'amendement Bourquin, qui dit que vous avez le droit de changer d'assurance à toutes les dates anniversaires de votre crédit. Donc c'est là, encore une fois, c'est généralement la date de signature de l'offre de prêt qui fait foi. Et voilà, donc là, il y a juste effectivement un timing à respecter. Le délai de préavis est aussi plus long. C'est 2 mois et non 2 semaines. Et là, c'est une des difficultés qu'on rencontre souvent les emprunteurs, c'est qu'il ne faut pas louper le coche. Il ne faut pas louper le coche parce que du coup, on a une période précise, sinon on attend un an de plus. Et sinon, on attend un an de plus. Et donc, en fait, on paye effectivement pendant une année supplémentaire. Et c'est peut-être là le sujet. Pourquoi changer d'assurance emprunteur? Delphine Bardou, peut-être pour commencer. Alors, pourquoi changer? Parce que c'est économique. C'est la raison. C'est ça, en fait, on fait des économies quand on change d'assurance emprunteur? En moyenne, en général, on peut diviser la facture par 2. D'accord. Nos clients, ils font, alors en fonction de leur situation ou en fonction de leur prêt, ils font entre 5 000 et 15 000 euros d'économie. D'accord. Ok, donc, oui, c'est pas rien, effectivement, quand on emprunte pour acheter un appartement. C'est pas rien, c'est complètement rentable. Après, bon, y a un manque d'informations sur le sujet qui fait que le consommateur ne le fait pas forcément. Hugo Nory, même question, c'est uniquement pour des sujets économiques qu'on va changer d'assurance emprunteur aujourd'hui? Oui, c'est vraiment le facteur numéro 1. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a une situation qui est un peu ubuesque. Il y a une sorte de mirage des taux. Donc les gens, lorsqu'ils souscrivent à un crédit immobilier, ils parlent beaucoup du taux d'intérêt qu'ils ont obtenu auprès de leur banquier pour leur crédit, mais ils ne vont pas regarder l'assurance emprunteur. D'accord. Et aujourd'hui, sur des populations, on va dire, notamment pour des jeunes, le coût du crédit, le coût total, si on prend vraiment tous les coûts crédit et assurance, parfois l'assurance coûte aussi cher, voire plus cher que les intérêts du crédit, parce que les taux d'intérêt sont très bas. C'est ça, donc en fait on va voir son banquier, on lui demande un prêt pour acheter un appartement, mettons, on va avoir du 1,10 au lieu de 1,20 ou je sais pas, alors on va voir quel est le niveau des taux actuels en ce moment, mais on est sur des taux qui sont relativement très bas, on essaye d'avoir encore plus bas, et derrière en fait on oublie de regarder que potentiellement l'assurance emprunteur va augmenter le coût du crédit, c'est ça? Oui, effectivement. On regarde son taux d'intérêt et ensuite on regarde son taux d'assurance. Et on ne pense pas forcément, c'est un moment important, c'est un moment un peu anxiogène, on ne pense pas forcément qu'on a des solutions qui peuvent nous faire baisser ce taux d'assurance emprunteur. Bon, et alors concrètement dans les faits, moi de ce que je comprends en tant qu'épargnant, 3 lois qui me permettent de changer d'assurance emprunteur. Je peux changer d'assurance emprunteur tous les ans si je veux. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Alors, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. En soi, c'est possible dans 100% des cas. En revanche, c'est pas forcément facile. C'est quand même une démarche administrative qui peut être fastidieuse et longue. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément les banques qui jouent le jeu tout le temps. Alors, je suis allé sur le site de la CPR, regarder un petit peu ce qu'elle en pensait. La CPR ne cite pas l'établissement de crédit, ça date d'il y a quelques années, mais c'était post-loi Hamon, Lagarde ou Sapin 2, et qui dit les pratiques relevées, en l'espèce, les pratiques relevées que l'établissement a indiqué corriger consistaient à augmenter le taux d'intérêt et ou les frais de dossier en contrepartie de l'acceptation d'une assurance externe. Donc c'est-à-dire qu'en fait que cette loi Lagarde en fait qui permet de dire non, je prends pas l'assurance de la banque, mais je vais chercher une assurance en fait indépendante. C'est pas forcément toujours bien vu de la part du banquier finalement, Hugo Nory, quand ils viennent chercher chez Luco une assurance emprunteur en disant regardez, j'ai sur mon téléphone une assurance emprunteur Luco. Là, le banquier commence à dire oui, mais le taux le plus bas que je pouvais vous proposer, finalement, vous pouvez l'oublier, c'est ça? Alors, c'est pas dit comme ça, évidemment, mais je sais pas si c'est dit comme ça, mais c'est ce que nous rapportent certains clients. C'est vrai que quand on est en face de son banquier pour signer un emprunt, c'est un moment de vie qui est important, c'est un moment qui est stressant, et certains clients nous rapportent que quand ils évoquent le sujet de l'assurance externe,
ils sentent que la réaction du banquier en face n'est pas forcément bonne. Et assez souvent, ils préfèrent, pour garder de bonnes relations et pour être sûr d'avoir un bon taux, ils vont préférer prendre le package crédit plus assurance du banquier, en se disant que peut-être ils changeront après. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils peuvent changer après. Mais effectivement, il y a une sorte de pression de la part de certains établissements. Il y a aussi des bons élèves, notamment les banques en ligne, qui jouent plutôt le jeu là-dessus. Mais on a beaucoup de clients, effectivement, qui nous disent qu'ils ne se sentent pas d'arriver avec une assurance externe au moment de signer leur crédit. Donc ça veut dire que finalement, quand on propose une assurance emprunteur, c'est rarement au moment de la souscription du crédit qu'on va vendre une assurance emprunteur à un client, du coup. Ouais, nous, en tout cas, c'est ce qu'on constate chez Luco. On a 80% de nos contrats qui sont des contrats une fois que le prêt a été signé, donc soit dans la première année, soit à date anniversaire. Je pense que c'est plus simple. On va dire le changement d'assurance se fait, c'est pas forcément le banquier qui on a négocié qui va gérer ça, donc les personnes préfèrent le faire plutôt après. Et pour autant, il reste encore, les banques ont encore quelques astuces, je dirais, alors ça, pour va y venir, compliquer le jeu des assureurs. Mais juste avant, sur l'octroi de crédit, vous faites le même constat, Delphine Bardou. C'est difficile en fait d'arriver avec une autre assurance emprunteur dès le début de la relation qu'on a avec son conseiller bancaire. Ce que nous disent les clients, c'est qu'effectivement, la relation se tend à ce moment-là et que les clients ne sont pas toujours à l'aise. En revanche, il faut savoir qu'à partir du moment où la banque vous a fait une proposition écrite de votre taux d'emprunt, elle n'est pas censée changer quand bien même vous arrivez après avec une assurance externe. D'accord. Ça, il faut le savoir. Après, effectivement, on a quand même envie d'être en bon terme avec son banquier. Effectivement, ça peut tendre les relations. Mais alors justement, on va parler effectivement de ces difficultés qu'on peut avoir quand on veut changer. Juste avant, il faut comprendre pourquoi le banquier se tend aussi. C'est qu'on est sur des taux qui sont très bas, donc en fait c'est une source de rémunération cette assurance emprunteur pour lui aujourd'hui. Oui, effectivement, les banques marchent beaucoup sur ce produit d'assurance, d'autant plus depuis que les taux de crédit sont bas. D'accord. Oui. On estime environ à 4 millions de rétro-commissions, 4 milliards qui sont gagnés chaque année par les banques. Donc c'est quand même un produit qui leur rapporte. C'est ça, parce que le crédit en lui-même ne rapporte pas. Il permet souvent de faire changer un client de banque et donc d'apporter un nouveau client dans la banque, mais derrière, il faut qu'elle se rémunère et donc elle cherche à se rémunérer sur cette assurance emprunteur. On comprend mieux pourquoi effectivement la relation peut se tendre. Quand on veut, Delphine Bardou, changer d'assurance emprunteur, une fois qu'on a signé son crédit, du coup, comment ça se passe et est-ce que ça se passe bien? Puis après, on verra avec Hugo Nourri si ça se passe bien chez Luco. Alors, comment ça se passe? Vous avez votre offre d'assurance emprunteur faite par la banque. Vous allez voir des assureurs externes qui vous proposent un devis sur la base d'assurances équivalentes. Ça, c'est très important. Il faut que les assurances soient équivalentes à ce que vous proposez l'organisme de crédit. Donc en termes de prestations, de couverture de l'assurance. En termes de couverture, en termes de garantie. Une fois que vous avez cette offre, vous faites votre choix, vous faites votre benchmark, et puis vous notifiez la banque par lettre recommandée en leur disant, voilà, je veux changer d'assurance emprunteur, voilà l'assurance que j'ai choisie. À partir de ce moment-là, la banque a 10 jours ouvrés pour vous donner ou non un avis favorable. S'il est favorable, c'est top. S'il n'est pas favorable, elle doit justifier son refus. Et comment on peut justifier un refus? Alors la seule raison valable, c'est que les garanties ne soient pas équivalentes. Donc elle doit le justifier, notifier ce qui ne va pas pour que vous puissiez ensuite corriger et revenir avec une nouvelle proposition. Alors Hugo Nourri, vous êtes chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. On l'a dit au tout début, c'est récent, donc j'imagine que vous suivez les premiers clients qui sont arrivés chez Luco avec de l'assurance, qui voulaient faire de l'assurance emprunteur. Concrètement, quand on a suivi le processus qui vient d'être décrit par Delphine Bardou, ça se passe bien? Au bout de 10 jours, j'ai changé d'assurance emprunteur? Alors malheureusement, ça se passe bien, mais ça prend plus de temps que ça. D'accord. On se rend compte que il y a très peu de banques qui respectent le délai des 10 jours ouvrés. La plupart, ça prend beaucoup plus de temps, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, voire plus d'un mois. Et deuxièmement, il y a un nombre d'allers-retours nécessaires avec la banque qui est très important et qui peut décourager le client. Et qui sont réglementaires ces allers-retours, ou c'est parce que effectivement on a envie de décourager un petit peu ou de montrer que c'est compliqué de changer d'assurance emprunteur? Le sentiment qu'on a de notre côté, c'est que c'est plutôt une tentative de faire un peu de l'épuisement administratif. On a très souvent, on va dire, des refus de principe des banques, par exemple, qui vont dire que le changement d'assurance n'est pas possible parce que telle garantie n'est pas couverte, alors qu'en fait elle est couverte. Donc on doit revenir vers la banque avec nos conditions générales à l'appui pour bien montrer qu'on est exactement en garantie équivalente. D'accord. Et ça, c'est un premier aller-retour. Il peut y en avoir 2, 3 ou plus. Et en fait, le client, quand il reçoit un courrier de sa banque en disant « votre offre de délégation d'assurance a été refusée »,
la plupart du temps, en tout cas certains, Ils se disent c'est bon, c'est fini. se découragent, se disent d'accord. J'ai pas envie de rentrer dans une bataille judiciaire. Voilà. Donc, c'est nous qui devons relancer les clients pour qui nous transmettent les courriers qui ont été envoyés par la banque, qu'on retourne vers la banque. Donc il y a un peu un jeu triangulaire qui peut prendre du temps. Heureusement, les économies à la clé, elles sont tellement importantes que généralement, les clients sont vraiment de notre côté et on fait front un peu ensemble pour réussir à obtenir ce changement d'assurance. En matière d'économie, Delphine Bardou, vous nous parliez de entre 5 et 15 000 euros. Chez Luco, c'est le même constat que vous faites ? Oui, c'est exactement ça. Nous, nos produits sont entre 2 à 3 fois moins chers que les offres des banques. Et les économies, elles sont particulièrement importantes pour les personnes jeunes, jusqu'à 45 ans, je dirais. D'accord. Pour vous donner mon exemple personnel, je viens de souscrire à un crédit. L'assurance de ma banque me coûtait 28 000 euros sur la durée du prêt. Celle de Luco me coûte 12 000 euros. Donc ça fait 16 000 euros d'économie que... Donc on comprend qu'on a envie de faire quelques courriers ou qu'on a envie de demander à des gens de les faire pour nous, effectivement. Delphine Bardou, donc ça c'est le point de vue effectivement de l'assureur qui va récupérer l'assurance emprunteur. Vous avez une activité de courtage. Est-ce que vous voyez ces mêmes difficultés quand on est courtier ? Parce que finalement après vous ne récupérez pas l'assurance, vous ne faites pas ces démarches-là. Par contre vous mettez en concurrence finalement l'assurance de la banque avec d'autres assurances potentielles. Oui, effectivement, on fait exactement le même constat. C'est-à-dire qu'au moment de changement, alors que la banque doit justifier et respecter des délais, elle joue un jeu un petit peu stratégique pour retarder toutes les procédures. Donc nous, à ce moment-là, on accompagne le client pour non seulement lui proposer des garanties équivalentes, donc ils n'ont pas à faire ce benchmark, et en plus, on a un process de relance des banques en invoquant à un moment donné, au bout des 10 jours, des textes de loi qui leur permettent de mettre la pression et qui répondent beaucoup plus rapidement avec un intermédiaire. Donc derrière l'image de ce que peut voir l'épargnant, il y a parfois des forces qui se jouent entre assureurs et banquiers. Une dernière question dans les quelques secondes qui nous restent à tous les deux. Réassurez-moi, Luco sont 2 services 100% digitaux. On est en ligne complètement et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de courriers à faire de part et d'autre. Comment est-ce que l'épargnant voit ça ? Est-ce que ça le rassure ou au contraire, est-ce que ça lui crée une angoisse supplémentaire, le fait de parler à son téléphone ou à son ordinateur ? Peut-être Delphine Bardou pour commencer. Alors nous, sur cette activité de courtage, on accompagne le client au téléphone. C'est D'accord, vrai que les clients donc là on discute, on est obligé de discuter. On est au contact du client et ça rassure le client, effectivement. Et ensuite, il y a des relances qui peuvent se faire par lettre recommandée, mais sur les banques en ligne, ça se fait aussi sur votre espace personnel. Mais nous, effectivement, on a un vrai souci d'accompagnement et les gens sont rassurés d'être accompagnés sur ce process. Hugo Nori, même question, du coup, si je suis sur mon téléphone et que j'ai envie de changer d'assurance emprunteur, derrière, en fait, je ne me rends pas compte que quand j'appuie sur un bouton, je déclenche parfois toute une organisation ou tout un process. Alors effectivement, le parcours d'assurance emprunteur chez Luco est 100% digital. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone sur votre canapé, mais il y a quand même des échanges avec un conseiller. On met énormément d'efforts dans le service client. D'une, parce qu'on sait que c'est un moment qui est stressant et que les gens ont besoin d'être rassurés et d'être accompagnés. Et de 2, parce qu'on l'a vu, le processus de souscription jusqu'à la résiliation, il peut être long et semé de quelques embûches. Et donc on a vraiment un service client qui est là pour accompagner nos clients du début à la fin. Donc oui, sur votre mobile de bout en bout, mais aussi avec un super service client. Mais effectivement, parfois, il faut échanger tout simplement parce que chaque situation est particulière. Merci beaucoup Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi. Et merci Hugo Nori, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Merci de nous avoir détaillé finalement ce qui se passe quand on veut concrètement changer d'assurance emprunteur. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une seconde partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux professionnels de la gestion de votre patrimoine sur les enjeux mais aussi les tendances du secteur. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le Club Macro. Et notre invité sera Arnaud Filleul, qui est le directeur général et cofondateur de France Valais. Donc on va parler d'un actif tangible aujourd'hui, la forêt. Pourquoi investir en forêt? Réponse dans un instant. Et ensuite, dans le Club Action, nous parlerons de produits structurés avec Jérémy Sayada, Managing Director chez Kepler Chevreux. Dans le Club Expert, nous allons recevoir pour la première fois Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC Business School. Est-ce que les marchés sont trop chers? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? On aura la réponse tout à l'heure. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
Merci de regarder le Club Macro. Notre invité est Arnaud Filleul, qui est donc le directeur général et cofondateur de France Valais. Bonjour Arnaud. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Voilà. En 2010, vous achetez une forêt avec un petit groupe d'investisseurs, une belle opération, un joli succès financier. Vous êtes le premier investisseur forestier privé. On va voir pourquoi investir en forêt, comment investir d'ailleurs dans la forêt. Ce serait peut-être un peu la première question. Comment on fait? Comment on investit en forêt? Eh bien, vous pouvez acheter les forêts vous-même, allez les trouver directement, seulement ça va être compliqué à trouver, compliqué à analyser, compliqué à gérer. Et puis si vous voulez une forêt qui fonctionne bien économiquement, c'est quand même 50 hectares minimum, et 10 000 euros l'hectare si la forêt est de bonne qualité, c'est 500 000 euros à sortir de sa poche. Oui. Et avec ça, vous avez une seule forêt, en général une seule essence, donc en termes de diversification, c'est pas évident. Donc en fait, c'est un actif qui n'est pas facile, auquel il n'est pas facile d'accéder seul, d'où l'idée de proposer finalement des produits collectifs, une sorte de fonds d'investissement forestier que sont les groupements forestiers d'investissement. Donc on appelle GFI. Exactement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment comment fonctionne le GFI, ce que vous faites? Parce que donc vous achetez, vous exploitez, vous gérez, et effectivement vous avez plusieurs forêts. Oui, alors dans un premier temps, on convainc les épargnants de nous confier une partie de leur épargne, et effectivement, donc ils achètent des parts. Et avec la trésorerie du fonds, on va aller acquérir des forêts partout en France. Donc aujourd'hui, notre GFI principal a 50 forêts sur tout le territoire français, avec des diversifications d'essences, de résineux, de feuillus, de maturité différentes, et donc de géographie différente, puisqu'on est dans toutes les régions de France à peu près. Donc, ce qui va être important finalement, c'est la diversification des essences. Par exemple, en ce moment, c'est le chêne qui marche bien, je crois, c'est ça, non? Le chêne marche très bien, le Douglas fonctionne très bien parce qu'il est très demandé dans la construction. Il a des propriétés physiques qui intéressent les industriels. Mais c'est très important de les diversifier pour ne pas dépendre de l'évolution du cours d'un seul bois, pour également éviter les risques phytosanitaires qui en général sont concentrés essence par essence. Donc, une maladie sur un arbre, c'est ça par exemple? Ça, exactement. Et typiquement, un champignon va toucher un type d'essence, mais pas d'autres. Donc, il faut être diversifié dans son portefeuille pour diversifier son risque. En fait, tout ce qui s'applique au fonds d'action classique, au fonds obligataire dans lequel il faut être diversifié, la forêt, ça s'applique aussi, il faut être diversifié. Mais quand vous parlez d'essence ou de bois, ça veut dire que quand on investit en forêt, si on veut un rendement, on vend quoi? L'essence du chêne ou le bois, effectivement, du chêne une fois qu'il est coupé, c'est ça? En fait, ce que j'appelle les essences, ce sont les espèces. D'accord, c'est pas des essences de parfum qu'on pourrait récupérer. D'accord, c'est important de le préciser. On puisse trouver des applications dans les cosmétiques en utilisant la sève. Ouais. Donc non, effectivement, ce qui va être vendu, c'est la récolte du bois, une fois qu'ils sont arrivés à maturité. Et c'est ça qui va faire le rendement du fonds. Pour quel type d'investisseurs? Lesquels sont concernés? Qui ça intéresse de manière générale? Les motivations sont très larges. Évidemment, la première, ça va être la diversification de son patrimoine, avec un actif qui paraît un peu exotique, mais en fait, vous avez 3,5 millions de propriétaires privés en France qui ont de la forêt. Beaucoup, hein. Donc, c'est pas si original que ça. Et ça fait vraiment du sens. Enfin, c'est une diversification séculaire. Et ensuite vont venir d'autres motivations, préparer une succession. Il peut y avoir des dispositifs fiscaux, comme la réduction d'impôt sur le revenu, qui sont intéressantes. Et puis, et finalement, c'est ce qui rejoint tous les investisseurs, c'est l'envie d'être investi sur quelque chose de tangible, de durable, de décorrélé des marchés financiers, et qui en plus a un rôle écologique qui est stratégique. Bien sûr, parce que ça réduit l'empreinte carbone, hein, c'est ça le fait. Absolument, la forêt absorbe 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de la flotte automobile privée en France, donc c'est considérable. Ouais, c'est beaucoup. Alors on va revenir, si vous voulez bien, sur les avantages, parce que c'est vrai qu'ils sont principalement fiscaux. C'est bien ça? D'abord quand même un peu la performance, parce que les 3 dernières années, on a versé un rendement un petit peu supérieur à 1%. On allait y venir à la performance, c'est important, bien sûr. Voilà, donc, mais pour moi, ça reste ça l'avantage avec la diversification de son patrimoine, pour peu qu'on soit patient. C'est un investissement que l'on fait, et à la limite, il faut presque l'oublier et le retrouver 10, 15, 20 ans plus tard et se rendre compte qu'il a été performant, d'abord parce qu'il a versé un petit peu de rendement, mais aussi parce qu'il a pris de la valeur dans le temps. Mais effectivement, il est accompagné de dispositifs fiscaux qui sont intéressants et qui sont propres à la forêt. Ce ne sont pas des niches fiscales. C'est-à-dire que, typiquement, la succession, pour calculer les droits de succession, on les applique non pas sur la valeur totale de la forêt, mais uniquement sur la valeur du sol. Parce que la valeur des bois, donc le stock de bois qu'il y a dans la forêt, finalement, c'est de la récolte future, comme du blé, du tournesol les années suivantes. Et donc ça, c'est pas taxé dans le cadre de la succession. Donc vous avez un terrain, en fait. Pardon? On transmet un terrain, finalement. C'est ça, exactement. Et vous transmettez ce terrain qui représente à peu près 25% de la valeur de l'ensemble. Et donc vous avez un abattement de 75% au moment du calcul des droits de succession.
diversification. Deuxième dispositif, quand vous investissez, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu, puisque cette activité de sylviculture, qui est un sous-ensemble de l'agriculture, est éligible à l'IR-PME. C'est une véritable PME qui a un rôle économique dans la filière bois en France. Et donc, à ce titre-là, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu. Juste sur la donation, en tout cas préparer sa succession, on peut imaginer acheter une forêt en anticipant sa succession et que l'héritier revende la forêt derrière, ou c'est un peu plus encadré que ça quand même? C'est ça le principe, vous l'avez très bien décrit. Par contre, il faut quand même qu'il y ait derrière une logique d'investissement sur le long terme de la part des investisseurs. Éventuellement des héritiers, s'ils veulent conserver les parts à un moment, ce sera préférable. Mais d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de contrainte très particulière. On va parler des risques, parce que c'est vrai que c'est important, on ne les a pas vraiment évoqués là. Bien sûr, on a évoqué la maladie. Un arbre peut être malade, et ça c'est une chose. Mais bien sûr, dès qu'on pense forêt, on pense incendie. Il y en a tous les ans. On l'a encore vu cet été, très malheureusement. Il y a également les tempêtes. Comment ça se passe pour ces risques-là? C'est vrai que les incendies estivaux ne sont pas la meilleure publicité pour l'investissement forestier. Chaque année, on prie pour qu'on n'ait pas de trop. La réalité, c'est que si vous éliminez les forêts méditerranéennes, vous enlevez statistiquement 95% des incendies. Et donc le risque, en réalité, en forêt... Donc vous en avez peu, c'est ça? Exactement. Sur 15 000 hectares depuis 10 ans, on a eu un incendie sur 10 hectares. Donc vous voyez, c'est assez marginal. Et en plus de ça, on a une assurance contre les effets de l'incendie, donc on est indemnisé. La tempête, c'est très différent parce que là, pour le coup, on ne peut pas l'éliminer. Elle peut avoir lieu absolument partout. Et il y en a tous les ans dans nos forêts. On a des petits coups de vent à droite, à gauche. Et dans cette hypothèse, le bois qui est tombé, on le revend. Oui. Soit c'est une tempête, je dirais, très localisée, le prix du bois n'a pas été affecté, donc on vend très bien les bois qui sont tombés. Si par contre c'est une tempête nationale, le cours du bois s'effondre de manière générale. Et là, évidemment, on va perdre un peu d'argent. Et donc l'indemnité de l'assurance, là, pour le coup, vient compenser en partie, mais jamais en totalité, la perte qu'on aura subie en cas de tempête nationale, comme il y a eu en 1999. D'accord. On a parlé de rendement tout à l'heure, c'est environ 3%. 1%. Pardon, 1%. Donc c'est vrai que 1%, c'est peu. On reçoit beaucoup de monde sur ce plateau, notamment récemment crowdfunding immobilier, on a le private equity avec des taux de rendement environ à 11%, qui tournent autour de 11%. Comment, du coup, vous arrivez à convaincre qu'on vienne investir en forêt avec ces rendements qui, finalement, sont de petits rendements? Quand on regarde le rendement seul, sans regarder le risque qu'on prend, effectivement, ça paraît modéré. Si on regarde le couple risque-rendement, par contre, ça devient intéressant. Vous avez aujourd'hui nombre d'investisseurs institutionnels qui sont propriétaires de forêts, qui achètent aujourd'hui encore des forêts, qui investissent aussi dans nos groupements forestiers. On a des clients institutionnels et qui n'ont aucune espèce d'avantage fiscal. Donc, ils viennent chercher cette performance de 1 point. Et par ailleurs, va venir se rajouter dessus l'évolution de la valeur du patrimoine. Et quand on regarde historiquement en France, alors ça ne préjuge pas des performances futures, naturellement, mais on a un certain nombre de raisons de penser que ça va se poursuivre dans le temps. La forêt française a gagné 3% par an de valeur sur les 20 dernières années. Donc, vous ajoutez ça au rendement, finalement, vous avez un actif qui est plutôt performant, au contraire, rapporté au risque qui est pris, qui est sur une échelle de 1 à 7, ce qui est la classification qu'on a des produits financiers, est situé comme l'immobilier au niveau 3. Et quelle typologie Vous parlez d'investisseurs institutionnels, c'est la grosse partie des gens qui investissent en forêt, ou on a aussi des épargnants particuliers? Épargnants particuliers essentiellement, et vous avez quelques institutionnels qui interviennent. Ce sont des assureurs, ce sont des mutuelles, des caisses de retraite, des instituts de prévoyance. Qui veulent effectivement que l'argent reste dans un endroit effectivement avec peu de risques, on le comprend effectivement. Et ce sont des investisseurs de long terme surtout. Bien sûr. Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on sort? Parce que c'est vrai que c'est un placement qui reste assez illiquide. La liquidité est organisée comme les SCPI dans l'immobilier. C'est peut-être familier à certaines des personnes qui nous écoutent. Le principe, la façon d'entrer aussi ressemble finalement à une SCPI, c'est le même fonctionnement. Le GFI, c'est une SCPI forestière, en quelque sorte. Ni plus ni moins. Exactement. Donc la liquidité s'organise en fait à chaque fois que l'on reçoit une souscription, elle peut être utilisée en priorité pour désintéresser les personnes qui veulent sortir. Et donc on dépend de l'attrait du produit et donc des souscriptions pour organiser la liquidité. Et dans l'hypothèse où elle fonctionnerait moins bien pendant un certain temps, on peut utiliser la trésorerie du groupement forestier d'investissement, qui est toujours de 10%, justement pour désintéresser ceux qui veulent sortir, dans l'hypothèse où on n'a pas immédiatement en face quelqu'un qui rentre dans le fonds. Et au pire des cas, eh bien on sera là aussi, comme pour les SCPI qui ont l'immobilier, contraint de vendre une partie des actifs pour organiser cette liquidité si elle ne pouvait pas se faire avec ces 2 premiers systèmes. Vous êtes essentiellement en France aujourd'hui? Oui, et on est en train de se développer en Europe. Et alors, la forêt française, elle appartient massivement à des investisseurs, à des institutionnels, à des
propriétaires privés. C'est quoi l'état des lieux un peu aujourd'hui en France? Surtout qu'il y a une sorte de forêt privée, forêt d'État. On ne peut pas acheter ce qu'on Le veut. premier investisseur, c'est l'État. C'est l'État, premier propriétaire. Premier propriétaire, Bien sûr. avec 25% des forêts. Alors quand on dit l'État, c'est aussi les collectivités locales de manière générale, et 75% privés, mais c'est essentiellement des particuliers qui souvent d'ailleurs en héritent de génération en génération, mais de plus en plus d'institutionnels s'intéressent à cet actif, avec des forêts par contre de taille importante, qui sont des forêts, on dit très chargées en bois, donc très riches en stock de bois. Voilà. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Puis c'est vrai que c'est très intéressant de parler d'un actif vert décorrélé des marchés financiers de surcroît. On se retrouve tout de suite dans le Club Action. Merci Arnaud. Bienvenue dans le Club Action. Quelle place pour les produits structurés dans son patrimoine? Un sujet que nous allons aborder ensemble, et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Jérémy Sayada, Managing Director chez Kepler Chevreux. Bonjour Jérémy Sayada. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, produits structurés, ça peut faire peur à ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et justement, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, on peut commencer par un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré? Alors, c'est une question déjà assez technique. D'accord, ok. Mais alors, comment est-ce qu'on simplifie la définition d'un produit structuré? Finalement, si on veut définir ça de manière assez simple, un produit structuré est un produit de placement financier de type obligataire ou action, d'ailleurs, parce qu'on peut choisir finalement son niveau de risque en fonction du cahier de charge de son client. Et l'idée d'un produit structuré, finalement, c'est de définir en amont un cahier de charge et une stratégie d'investissement qui va permettre ensuite, en fonction des scénarios de marché, d'obtenir une rentabilité plus ou moins élevée. Alors, si on essaie de rendre ça un peu plus concret, un peu plus tangible, vous nous avez dit ou action ou obligation, c'est forcément l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux à la fois, le côté structuré justement? Bien sûr, en fait, tout produit structuré part d'un produit obligataire. D'accord. Il faut bien le rappeler, c'est d'abord une dette obligataire émise par des banques d'investissement sur lequel on va s'appuyer. Et ensuite, on va définir le risque de la partie dite optionnelle, donc de la stratégie, qui peut avoir un risque zéro, c'est-à-dire sans risque en capital, ou un risque plus élevé, adossé ou indexé, soit sur du marché action, soit du marché de taux, soit du marché d'inflation. Finalement, le produit structuré peut être défini sur tout type de classe d'actifs finalement investissables aujourd'hui. Alors, je vais essayer de résumer avec une image et vous me dites si l'image correspond à la réalité ou pas. Si on prend une brique de Lego, c'est la brique obligation. Donc ça, c'est, mettons quoi, 80% finalement du produit structuré. Et on va mettre par-dessus 20%, deuxième brique de Lego, de produits plus ou moins risqués selon le profil d'investisseur, qui va être indexé sur un sous-jacent. Et c'est là, en fait, où on va aller chercher une performance. Exactement. Et donc, en fait, la première brique va être la garantie du capital à 80%, parce que obligation, et donc, il y a des obligations risquées, mais j'imagine que ce n'est pas celle que vous allez choisir sur la première partie. Pas naturellement. Et deuxième brique, où on va aller chercher de la performance sur un sous-jacent, avec évidemment plus de risques sur cette deuxième partie. Les sous-jacents, vous les avez évoqués rapidement, ça peut être tout. C'est le danger finalement de cette classe d'actifs, mais aussi sa force. C'est vrai qu'on peut travailler sur tout type de sous-jacents, que ce soit des OPCVM, que ce soit du marché du crédit, que ce soit du marché obligataire, du marché action, de l'inflation, du taux d'intérêt. Vraiment, la famille des produits structurés permet une grande liberté d'expression et de vraiment définir en fonction des besoins et du cahier de charge, parce que les clients sont très diversifiés également en termes de typologie d'investisseurs. Et donc finalement, de s'adapter à tout type d'environnement, à tout type de conviction de marché à un instant T. Alors, vous nous donnez beaucoup de possibilités en fonction des clients. Comment ça fonctionne chez Kepler Chevreux? Vous construisez des produits structurés et vous les proposez à des clients, ou on vient vous voir en vous disant j'ai tel profil d'investisseur? Est-ce que vous auriez un produit qui correspondrait à cette façon de faire? Et en même temps, j'aime bien l'inflation, donc si on pouvait être indexé sur l'inflation, ça m'intéresserait pas mal. Alors nous, on fait vraiment 98% de notre activité aujourd'hui, c'est du sur-mesure. D'accord. Donc c'est vraiment de s'adapter à un cahier de charge d'un client qui peut être retail, lorsqu'on travaille à travers des CGPI ou des banques privées, ou même institutionnel, puisqu'aujourd'hui chez Kepler Chevreux Solutions, on travaille avec tout type de clientèle professionnelle. On fait que du B2B par contre en direct. Et là, vous avez vraiment des institutionnels qu'on a cités juste avant, de la mutuelle, de l'assureur, de l'institut de prévoyance, des caisses de retraite. Enfin vraiment, ça peut être extrêmement diversifié et chacun finalement a son profil d'investissement et donc un cahier de charge qui peut être défini. À ça, il faut quand même ajouter évidemment des idées qu'on construit, qu'on réfléchit. On ne vient pas les mains vides. Et donc on travaille avec nos clients à travers des convictions, puisque Kepler Chevreux, pour rappel, on est une société de recherche. On s'est équipé aujourd'hui d'une équipe d'ingénierie qui représente un tiers de nos effectifs. Donc vraiment, la créativité, l'adaptabilité à nos clients, c'est vraiment
parmi nos valeurs les plus importantes aujourd'hui dans la construction de notre portefeuille. Et donc, nos clients viennent nous chercher, je pense, aussi pour ce savoir-faire-là. Et donc, finalement, on travaille avec eux pour définir des produits qui peuvent répondre à leurs attentes. Ce savoir-faire dont vous parlez, c'est la recherche. Alors c'est vrai que vous avez quoi, une centaine de personnes, Chevreux Maison Group est une maison de ça. recherche qui est créée depuis 97, donc elle a quand même une certaine histoire dans le marché. C'est le premier broker action en Europe. Et donc c'est vrai qu'on est une maison qui va analyser des sociétés, si je veux rester très très simple. Donc on va parler de Total par exemple. Kepler va analyser la stratégie de Total, ses forces, ses faiblesses, et va définir ce qu'on appelle de l'achat, de la vente, des recommandations, et donc d'une analyse qui derrière va être distribuée à des institutionnels. D'accord. Et donc ensuite, on est une maison ça peut servir pour les produits structurés. C'est plus que ça. Nous, l'idée de notre modèle aujourd'hui, je pense que c'est une de nos différences, c'est qu'on a voulu vraiment changer un peu ce qui a pu être pratiqué dans les produits structurés dans le passé, et de se servir de cette recherche-là comme point de départ de tout. C'est-à-dire que vraiment, pour nous, un bon produit structuré doit partir d'un bon sous-jacent. Et donc un bon sous-jacent derrière, peu importe finalement la formule, si vous avez choisi le mauvais sous-jacent, malheureusement, ça peut mal se passer. Produits structurés, donc si je comprends bien, ce n'est pas forcément des produits risqués. Enfin, il y a une part de risque, mais en fait, on vient pondérer ce risque. C'est pas comme ce qu'on pourrait appeler des produits dérivés ou autres. Là, on n'a pas de dérivés. Ça peut être vu comme des dérivés, parce qu'il y a une partie optionnelle. On utilise des options pour créer ces produits-là. D'accord. Après, donc il y a un facteur temps alors aussi. Il y a un facteur temps, bien sûr. Donc la maturité fait partie du cahier des charges. D'accord. Il faut savoir que c'est du buy and hold essentiellement, donc la plupart du temps. Maintenant, c'est vrai qu'un produit structuré, quand j'aime bien remettre ça avec le SRI, donc du marché, le fameux risque que vous pouvez retrouver dans vos KID et dans les documents finalement à mettre à disposition des clients en retail, vous pouvez travailler du SRI de niveau 1, qui peut être l'équivalent du fonds euro, à un SRI de niveau 7. Donc vous avez vraiment cette panel de solutions qui existe. Et donc en fonction de ce que souhaite faire le client avec cette classe d'actifs-là, d'ailleurs il peut l'utiliser dans différents niveau de son risque et dans différents niveaux de son allocation, puisque finalement ce ne sont pas forcément les mêmes produits, vous pouvez avoir une grande diversité de produits structurés qui peut s'adapter en fonction de ces risques-là. Mais ça, Jérémy, est-ce que les CGP le comprennent bien? Parce que c'est vrai que ça reste quand même très sophistiqué comme produit. Je pense que si on existe, c'est aussi pour ces raisons-là. Effectivement, à l'image du marché action, vous allez passer par des gérants actions. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se voir comme des gérants de produits structurés finalement. On a cette technicité-là. Moi-même, ayant fait une école d'ingénieur, je suis passé par la case ingénierie avant de passer par la case conseil et front et client. Et donc, si vous voulez, l'idée de notre modèle, c'est vraiment d'avoir mis un maximum de moyens autour des produits structurés pour que ces produits structurés fonctionnent et fonctionnent dans le temps. Alors aujourd'hui, on est dans un environnement de marché et économique qui est ce qu'il est. Les taux obligataires d'État sont particulièrement bas. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés actions, mais en même temps, on est sur des niveaux qui sont au plus haut. Est-ce qu'on vous demande de construire différemment les produits structurés aujourd'hui qu'avant la pandémie? Alors, peut-être plus ancien que la pandémie, parce que la pandémie, finalement, les taux étaient déjà très bas. Les taux étaient déjà bas, effectivement, mais il y avait un peu moins d'incertitude. Exactement. Nous, ça va faire 10 ans qu'on a lancé, d'ailleurs, on fête notre anniversaire cette année pour notre 10e anniversaire, donc on est là depuis un moment. Donc c'est vrai qu'on a connu l'après-crise de 2008, et les taux étaient extrêmement hauts. Moi, je me souviens de produits à capital garanti sur une maturité d'échéance 5 ans qui donnent du taux garanti à 4%. Donc on est ça vraiment... n'existe plus, on est d'accord. Si ça existe, c'est qu'il y a un problème. D'accord, voilà, okay. Il faut se poser des questions à ce moment-là, dans l'autre sens. Okay. Mais oui, effectivement, donc on n'est plus dans ce registre-là. Donc le niveau de risque, il est différent. Le marché peut être vu comme un marché haut. Alors je crois que c'est le débat juste après, mais voilà, il faut faire de la sélection, il faut détecter des opportunités, et il faut aussi, à un moment donné, s'adapter à son environnement. Donc effectivement, les produits structurés étaient, j'aime bien dire ça, c'était un élève moyen finalement dans un environnement de marché, puisque vous aviez ces taux garantis, ces fonds euros qui permettaient d'avoir une rentabilité suffisante finalement pour gérer son patrimoine long terme. Aujourd'hui, le produit structuré, je trouve que c'est une classe d'actifs qui n'a pas forcément amélioré ses structures, puisqu'elle a subi ces conditions-là, mais c'est vrai qu'elle est finalement devenue un bon élève par rapport à son environnement, puisqu'effectivement, délivre aujourd'hui du 5, du 6 ou du 7% de rendement par an, c'est pas si évident si on veut prendre un risque, en tout cas limité et identifié.
Je reviens sur la question de Laura sur votre rapport du coup au CGP et du coup le rapport des CGP à l'épargnant quand il doit expliquer ses produits. Aujourd'hui, un CGP, il peut très bien dire vous avez 1 000 euros à placer ou 10 000 euros à placer, je vais en prendre 80%, je vais vous les mettre sur un fonds en euros, vous en faites pas, vous connaissez déjà. Et puis c'est garanti. Et puis les 20% restants, je vais les mettre sur tel fonds parce que je travaille avec tel gérant et je les connais et vous aurez la performance supplémentaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que finalement, en fait, c'est la même chose, mais au sein d'un même produit avec une complexité supplémentaire. Comment est-ce que vous existez dans cet environnement-là? Par rapport à son allocation, vous voulez dire? Par rapport à son allocation et déjà, par rapport pour expliquer à l'épargnant l'intérêt du produit structuré par rapport à ce qui existe déjà. Moi, le premier point de départ, et c'est un peu classique, on va dire, mais j'aime bien parler de diversification. C'est-à-dire que si vous faites 80% de fonds euros et 20% de produits structurés, il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'en soi, vous n'avez pas vraiment diversifié votre allocation. 80% de fonds euros, c'est peut-être un peu beaucoup aujourd'hui, mais... Bien sûr, non, mais ça dépend du voilà, profil, ça dépend du profil. Et c'est vrai que là-dessus, c'est le point de départ de tout, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre allocation. Vous avez des clients qui souhaitent un rendement de 7, mais j'ai des clients qui souhaitent du 20%, j'ai des clients qui cherchent, avec des produits structurés, des produits qui vont se surindexer au marché action, par exemple. C'est des choses qui existent dans notre classe d'actifs. On a même des produits aujourd'hui d'allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin finalement dans l'approche directionnelle du marché action. Et puis vous avez également celui qui veut travailler une allocation très défensive avec une garantie au capital de 100%, ça devient difficile. De 90%, c'est des choses qu'on est encore en capacité de faire. Travaillant un sous-jacent, une allocation d'OPCVM. On a travaillé par exemple un indice d'allocation d'OPCVM qui nous permettrait d'avoir une allocation diversifiée avec une garantie, donc vraiment associer ces deux mondes-là. Et donc finalement, c'est là-dessus qu'on va s'inscrire, c'est en fonction du cahier des charges du client, quelle rentabilité il souhaite espérer, quel niveau de risque, le rappeler le risque finalement associé à son niveau de rentabilité, parce qu'il y a des clients qui souhaitent du 10% avec pas de risque, donc ça, on sait aussi dire qu'il ne faut pas y aller. Effectivement à la stratégie de chacun au niveau du produit. Merci beaucoup Jérémy Sayadat de nous avoir détaillé ces produits structurés dans la dizaine de minutes imparties. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Kepler Chevreux. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Vous regardez le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Christian Buteau. Bonjour Christian. Bonjour, ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. On va parler marché avec vous, puisque c'est vrai que le marché français n'est pas très loin de son record du 4 septembre 2000. C'était aux alentours de quoi, 6 922 points. C'était avant... 6,33. Waouh, merci. Je l'ai vécu. Vous vous en souvenez bien. C'était juste avant l'explosion de la bulle Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on le regarde, ce marché, si on regarde le CAC 40, alors il n'a pas été aussi haut depuis 21 ans maintenant. Bon, hier, je crois qu'on a clôturé un petit peu en baisse, mais ça, c'est aussi parce qu'on attend la réunion de la BCE. Est-ce que là, le marché est trop cher? Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors déjà, le premier élément d'analyse, surtout quand on se rapproche du mois d'octobre, qui est toujours un mois important, parce que c'est la rentrée, les banques centrales sont en train d'opérer leur rentrée, et surtout les entreprises parleront de leurs résultats en octobre. Quand on dit que le CAC 40 n'a pas retrouvé son plus haut, ça fait des années qu'il l'a déjà dépassé. Il ne faut pas oublier que l'indice CAC 40 est le seul grand indice mondial qui ne compte pas les dividendes. Quand on compare au DAX ou au S&P, il accumule les dividendes qu'un investisseur investi sur cet indice touche normalement. Et donc, si on compte les 2 à 3% par an depuis 20 ans, on serait aujourd'hui largement au-dessus de 10 000 sur l'indice du CAC 40. Donc, le premier point, effectivement, nous sommes bien au plus haut historique. Et quand on se rapproche du mois d'octobre, il faut se poser la question, alors si ce niveau est le plus haut historique, est-ce que ça n'est pas trop cher? Mais on se rapproche du niveau historique, même si on prend en compte les dividendes de l'époque, du coup? Oui, non, mais si on prend en compte tous les dividendes accumulés depuis cette époque, si on recalculait l'indice comme on calcule le S&P 500 ou le Nasdaq, qui sont, ou le DAX, à leur plus haut niveau historique, ce que l'on sait bien, on dit le CAC est en retard. Non, le CAC est aussi au même niveau historique, qui est le plus haut historique. C'est ce qu'on appelle le CAC 40 DR, dividende réinvesti, qui sert d'indice de référence pour les gestions basées sur cet indice. Donc aujourd'hui, le CAC 40 pourrait être surévalué ou pas forcément? Ça, c'est la grosse question. Ensuite, on sait que le prix est cher, c'est un peu comme l'immobilier, mais pour savoir si c'est surévalué, il y a une première approche possible qui consiste à voir ce que ça rapporte. Pour savoir ce que ça rapporte, quand on achète des actions, le réflexe le plus normal est de se dire on achète une part des bénéfices de l'entreprise. Or, quand on regarde la progression des bénéfices
des entreprises sur l'indice en moyenne depuis le début de l'année, on constate, et ça a été la bonne surprise au terme du deuxième trimestre sur le premier semestre, c'est que les bénéfices des entreprises ont explosé littéralement. C'est historique, ça va jusqu'à plus de 50% pour LVMH, mais en moyenne, c'est de l'ordre de 25 à 30% de progression des bénéfices. Que l'on compare à un indice qui, lui, depuis le début de l'année, a progressé seulement de 20%. Donc on pourrait presque même dire que par rapport à l'activité des entreprises, leurs résultats, l'indice est en retard. Et ça se mesure parce qu'on appelle le price earning, le célèbre multiple, le PER en fait du marché. Et quand on compare les bénéfices au cours des titres cotés, on trouve qu'en moyenne, ce PER a en fait baissé. C'est-à-dire que quand les PER sont trop chers, on dit le marché est trop cher. Ben oui, mais depuis le début de l'année, comme les bénéfices ont progressé plus que les cours, on est finalement en retrait, on a un PER moyen qui est de l'ordre de 16. Ça ne serait, par rapport à cette norme, pas du tout surévalué. Alors, du coup, Christian, est-ce qu'un tel rythme de progression est soutenable ? Ça, c'est le problème. C'est bien pour ça que le mois d'octobre sera important. C'est qu'on dit le marché est bien parce que les bénéfices sont énormément progressés, mais est-ce qu'on peut rester sur ce rythme? Alors là, on progresse par rapport à 2020 où effectivement ils avaient chuté. Aussi, il y a l'effet de base. Donc, est-ce que c'est soutenable aujourd'hui, ce rythme? C'est le grand thème. Alors, le terme à la mode, je vous le donne pour la rentrée, c'est le pincement des marges. D'accord. Tous les spécialistes, tous les analystes parlent de ça, le pincement des marges, parce que ce qui est évident, c'est que les coûts des entreprises augmentent. Le coût des matières premières, le coût des transports, les prix à la production. Ce matin, la Chine vient d'annoncer que ses prix à la production augmentent de plus de 9%. Bien sûr, donc tout ceci va se retrouver dans les coûts des entreprises et surtout l'inconnu, les salaires. Est-ce que les salaires vont bouger en Grande-Bretagne sur un an, mais c'est spécifique et lié à la situation anglaise au Brexit, plus 8%. Aux États-Unis, mais juste sur un mois que multiplie 12, on trouve plus 4%. Donc ça y est, les salaires commencent à monter parce qu'il y a une pression sur le marché du travail. Tout ceci devrait diminuer les marges des entreprises. Donc, a priori, très mauvais. Sauf que l'autre moyen de faire du bénéfice, surtout si les marges se compriment, c'est plus de croissance, plus d'activité. Et là, on attend de ce côté-là de bonnes nouvelles aussi qui pourraient compenser, notamment venant des États-Unis, parce qu'on sait que l'administration Biden, Joe Biden, a passé un été malheureusement épouvantable entre les inondations, les lois au Texas sur l'avortement, l'Afghanistan. Le retrait de l'Afghanistan, et donc, il est en titre politique, sur le plan interne et domestique, il est un peu plus affaibli. Je pense qu'il va pousser très fort ses plans de relance. Et on sait que le prochain sur la table pèserait 3500 milliards de dollars. C'est énorme, c'est colossal. Et cet élément croissance pourrait compenser le pincement des marges. Alors, un CAC 40 qui, du coup, si on prend en compte les dividendes, a déjà dépassé ses records. Des entreprises qui ont toujours de très bons résultats par rapport à 2020. Mais cette notion de pincement des marges, mais qui pourrait être compensée, du coup, par cette croissance dont vous nous parlez. Bien joué. Est-ce qu'il faut acheter ? Alors, pour savoir s'il faut acheter, c'est une autre analyse, c'est l'intérêt du marché action. On a parlé des placements forestiers, on a parlé des produits structurés aujourd'hui. Est-ce que les actions restent intéressantes? Là, il faut raisonner en pourcentage. Alors, pour faire l'analyse en pourcentage, un tout petit calcul, on inverse. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a un PER de 16, cela signifie que par rapport à 100 investis dans des actions, le rendement attendu, c'est 1 sur 16, c'est 6,25%. Donc, les actions, ce que l'on espère quand on investit dedans, c'est que ça rapporte du 6,25%. Et ça, c'est en fait énorme. Historiquement, c'est énorme. C'est très intéressant parce qu'on doit le comparer au placement sans risque. La référence des obligations, là, le calcul va être simple, c'est 0. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle la prime de risque action, en tout cas historique, elle serait à plus de 6% aujourd'hui. Alors qu'en moyenne, normalement, quand on la mesure par le passé, c'est de l'ordre de 3 à 4% une prime de risque action. La 6%, c'est très, très intéressant aujourd'hui. Est-ce que c'est soutenable? Alors, le problème, c'est ma référence métaux d'intérêt à 0%, puis c'est cette valeur de prime de risque. Sur la prime de risque, je suis assez optimiste, parce que ce que l'on sait maintenant depuis 2008, confirmé en 2012, et maintenant avec la crise du Covid, c'est qu'il y a un risque qui est ce qu'on appelle le risque systémique, d'effondrement du système financier qui a quasiment disparu. On le voit bien à l'action des banques centrales. Le Covid, hop, elles sont intervenues immédiatement. Donc cette prime de risque est peut-être surévaluée, ce qui rendrait intéressant aujourd'hui de l'acheter à un niveau de 6% de prime de risque. Ça, ce serait pas trop mal. Mais le dernier problème, et c'est l'actualité d'octobre, sont les taux d'intérêt. Est-ce que les banques centrales vont continuer à soutenir le marché ? Grosse inconnue, on est en train de lire l'actualité, de décoder la BCE. Je vous donne un petit indicateur. L'Australie, pour moi, c'est mon gris-gris. Depuis 30 ans que j'observe les marchés financiers, à chaque fois que les banques centrales ont changé de politique pour passer à plus sévère, moins accommodant, hausse des taux d'intérêt,
c'est l'Australie qui a toujours commencé, comme s'il y avait un tour de la planète, comme si le soleil se levait en Australie. Merci, et l'Australie vient de Christian décaler. Bito. C'est déjà la fin de cette chronique passionnante. C'est vrai que c'est un exercice complexe de résumer en 6 minutes un petit peu ces grands enjeux de marché. Merci en tout cas Christian Bito, vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. C'est déjà la fin de cette émission. Encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura. Un plaisir de vous retrouver tous les jours et justement on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ouais.